Alors, bonjour à tous, je suis Thomas Debise et je vais vous parler de techniques, alors avancées, c'est un bien grand mot, mais au moins modernes, ou en tout cas des astuces, ou à minima au moins des points de vue ayant été euh, pra- euh, praticien de ces techniques ces dernières années. Donc l'idée c'est de vous expliquer un peu ma vision des choses sur ce qui a changé selon moi et pourquoi il faut. Alors il faut en tant que praticien et aussi réceptionnaire de ce type d'informations, réceptionnaire de tests d'intrusion et demandeur, client de tout ça, pourquoi il faut demander aussi à vos prestataires de s'adapter et comment eux, il faut qu'ils atteignent cet objectif. Ensuite, donc, quelques techniques, quatre grands domaines et puis une très brève conclusion. Donc, pour moi, de mon point de vue, ce qui a changé en 2019, en tout cas durant ces dernières décennies sur les tests d'intrusion, c'est qu'il est devenu possible de faire des choses assez folles qui n'étaient pas possibles avant, à savoir tout d'abord scanner tout l'espace IPv4 en quelques minutes, heures ou jours, tout dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller et ce que vous voulez détecter ou pas. Mais en tout cas, il y a eu une première tentative qui avait fait parler d'elle en 2012 avec Census, qui était grosso modo utiliser un botnet global pour mapper tout l'espace IPv4, donc de manière illégale en utilisant des équipements compromis pour essayer de tout scanner. C'était une première tentative très intéressante. Je crois qu'on n'a pas toujours su qui était derrière, mais en tout cas, je pense des académiciens américains. En tout cas, après, plusieurs outils sont sortis qui utilisent notamment la programmation asynchrone, ZMap, Mascan, Unicorn Scan. Et in fine, maintenant, pour tout faire as a service, donc des services tiers dont certains sont gratuits. Je pense que vous connaissez Shodan. Est-ce que ça vous parle Zoomai? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Zoomai? Exactement, c'est le Shodan chinois qui, je crois, de mémoire, n'a pas trop d'interface documentée en anglais, mais vous allez sur le site, il y a une barre de recherche, voilà, ça devrait tomber sur le sens de ce qu'il faut mettre dedans. En tout cas, c'est gratuit, il y avait des API, j'avais testé, il y avait un SDK, mais je crois qu'il ne marchait pas. Mais en tout cas, on pouvait faire des requêtes, pas mal de requêtes gratuites, plus que Shodan en tout cas. Et des résultats très intéressants pour voir un peu la polarisation que peut avoir Shodan sur certains des équipements plutôt occidentaux. Zoomai qui a plutôt du coup une polarisation un peu inverse. Scan.io et 106.io qui fournissent plein de scans, des résultats de scans quotidiens, des grands volumes de données, hein, ça se compte à chaque fois en dizaines de gigas maintenant par jour, tout l'espace IPv4 sur un port ou des ports précis, avec les bannières, pas les bannières, enfin il y a plein de choses possibles. La seule limite sera votre capacité à ingérer ces données. Ensuite, du coup, j'y viens, le deuxième step, c'est de collecter et de recenser plein d'informations en source ouverte. Alors, hors ligne, moi j'avais vu cette conférence il y a 2 ans qui m'avait un peu époustouflé, même si technologiquement on peut faire bien mieux et différemment, mais en tout cas le fait de se monter de faire son propre Shodan en fait, ou son propre Zoomai, pas en scan actif, mais au moins en collecte de données diverses et variées, sur des recoupements DNS, des enregistrements DNS, plein de choses, des scans de port, de faire chez soi, donc ne pas se baser sur des services tiers en ligne. Donc vous pouvez voir ici ReconNG qui est un framework, Domain Tools, je pense que vous connaissez, historiquement basé plutôt sur les WIS et tout ce qui est gestion des noms de domaine. Passbin, où on trouve beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer dessus. Certificat Transparency pour la gestion des certificats. Avibinpound pour savoir si votre mot de passe et votre mail a été compromis et si oui, dans quelle base. Du coup, plein de nouveaux services qui sont créés et qui ont facilité cette recherche d'informations. Et enfin, pour moi, le troisième grand volet super important sur ce qui est devenu possible durant cette décennie, c'est de compromettre de vastes infrastructures Windows entreprises. Si on nous demande de le faire, c'est que les attaquants le font. Et si les attaquants le font, on nous demande de le faire. L'idée, c'est de commencer avec plein d'outils toutes les étapes liées à un test d'intrusion dessus ont été massivement outillées et massivement bien outillées. C'est le slide d'après où je vous expliquerai pourquoi. Donc, grosso modo, des actifs avec PowerView, des admins Blowdown ou Ping Castle, j'aurais pu le citer, et des défauts dans les domaines Windows, en les exploitant avec des outils magiques qui n'ont pas inventé la poule, mais qui ont juste simplifié tout ça, CrackMapExec, comment rebondir et tenter plein de combinaisons des logins, des mots de passe sur des services différents, Responder pour intercepter des flux de postes de travail qui ne seraient pas sécurisés, le Kerberos Hosting qui est une méthode en soi, mais qui coûte rien et qui peut rapporter gros. Ensuite, une fois qu'on a exploité, on post-exploite, on rebondit, on s'étend, donc avec Mimikatz, je pense que vous connaissez tous. Invoque Mimikatz, qui ont été et d'autres dérivés de Mimikatz qui ont toujours vocation à faire du Mimikatz, mais sans Mimikatz, et ne pas se faire détecter. Empire, qui est un framework tellement bien fichu que même les vrais attaquants et les vrais cybercriminels globaux l'utilisent, et ça marche bien. Donc voilà, sur comment s'étendre et comment prendre le contrôle de plein de postes. Ça s'est vraiment outillé durant cette décennie.
Même le comble du comble, tout ce qu'on peut voir sur cette catégorie de droite en fait, a été automatisé par la personne qui fait CrackMapExec et d'autres outils. Dans un seul outil où c'est grosso modo on appuie et ça fait tout, ça déroule tout de manière automatique jusqu'à obtenir les droits maximum sur les infrastructures Windows, des stars. Du coup voilà, donc pour moi c'est ce qui a vraiment changé sur cette décennie. Et du coup, pourquoi ces outils ont été créés et qu'est-ce qu'on peut en faire et pourquoi il faut vraiment changer son attitude? Parce que, de mon point de vue, de plus en plus de passionnés produisent de plus en plus d'outils, passionnés en sécurité. De plus en plus de passionnés produisent de plus en plus d'outils, mais de bonne qualité. J'aime bien citer l'exemple de Netcat qui, dans les premières versions 97-98, était vulnérable à une Stack Buffer Overflow, qui du coup, encore une fois, montre, comme ce matin, ce qu'a dit Fred Reynal, je suis totalement d'accord, que ceux qui font la sécurité sont généralement pas les bons développeurs. Ils font pas du code sécurisé, malheureusement. Mais en tout cas, je trouve que maintenant, ça a changé et qu'il y a une vraie qualité qui est apportée là-dessus, et un vrai soin, avec des frameworks aussi, des langages de haut niveau, hein, mais en tout cas, les outils sont de mieux en mieux faits, clairement. Parce qu'il est désormais demandé, côté client et côté réalisateur, de couvrir rapidement, évidemment, à moins cher, de manière plus smart, des périmètres très larges. Donc, grosso modo, tous en entreprise, quand on a des fusions-acquisitions de plein de sociétés, qu'on a des domaines, quand on pense en avoir 100 et en fait on en a 300 ou plus, voilà, de couvrir tout ça dans un temps imparti, qui lui n'a pas bougé depuis 10 ans. Par contre, de couvrir beaucoup plus de choses. Ça, c'est un point. Et in fine, clairement, je ne vais pas vous faire l'affront de mettre des copies d'écran d'articles, mais pour vous montrer, enfin, qui vous montrerait que les vrais attaquants font aussi preuve de scalabilité, qu'ils utilisent eux-mêmes des infrastructures et des outils que nous, on peut utiliser en tant que praticiens de ça, mais eux dans des vraies attaques, et qui utilisent finalement les mêmes outils. C'est un gain d'argent, un gain de temps, et aussi un gain de deniable plausibility, le fait qu'on puisse se dire bah non, je suis pas à la NSA parce que j'utilisais un outil public accessible à tous, donc ça facilite le déni de plausibilité, je sais pas si ça existe en français, mais vous avez compris. Du coup, pour toutes ces raisons, je vous propose quelques astuces. Alors, vous allez me dire, mais en fait, j'espère que je vais vous faire découvrir 2-3 outils, 2-3 techniques, mais il n'y a rien de bien fou non plus. Mais l'idée, c'est de les appliquer. On peut vite être tenté au quotidien de ne pas les appliquer en se disant, voilà, j'ai quelque chose de très simple à faire, et qu'en fait, il faudrait plus, avant de commencer, les automatiser et de voir plus large que de simplement voir petit et faire petit dès le début. Tout d'abord, il y a une question cruciale qui est le format de données. En fait, on parle beaucoup de big data, de données, de gestion des données, tout à tort et à travers. Et en fait, quand on est au milieu de tout ça, la question cruciale, c'est quel format on utilise au quotidien pour traiter ça et lorsqu'on fait des attaques. Ou des analyses, tout simplement. J'aurais arrêté d'utiliser le mot attaque. Mais donc les tests d'intrusion impliquent de nombreuses tâches itératives, clairement. La reconnaissance, l'exploitation, la post-exploit et le reporting, qui est de loin la plus intéressante des activités et celle qui parle le plus. C'est toujours la même chose, vous scannez des cibles, vous les exploitez, vous collectez de nouvelles données et vous utilisez les nouvelles données sur les précédentes et une nouvelle cible. Et voilà, vous avez fait un tour de boucle et il faut recommencer. Du coup, être capable de rapidement traiter tout ça, c'est essentiel et ça commence par avoir un bon format de données. Et de mon point de vue, alors c'est vraiment mon point de vue, je regrette que peu d'outils, enfin assez peu d'outils, enfin tous les outils n'aient pas le réflexe d'utiliser ça en sortie et en entrée, mais d'utiliser le CSV, voire le design. Mais le CSV, pourquoi? Parce qu'il est couvert par tous les langages de programmation. Il est intelligible pour un humain, donc venez pas m'opposer XML. C'est un format simple, mais il n'y a pas de standard et les écueils sont fréquents. C'est la source de plein de bugs sur plein d'outils qui voudraient supporter du CSV. L'encoding, merci d'utiliser UTF-8 parce qu'il y a des outils qui utilisent mais qui n'utilisent pas ça, qui sont inutilisables en dehors des États-Unis ou des pays où il y a des accents. Le coding et l'escaping aussi, encore une fois, il n'y a pas de standard dans le CSV, c'est juste une façon de séparer des valeurs, mais du coup, échapper toutes les données pour éviter les écueils. Donc préférez plutôt de tout mettre en double code que rien du tout, ça évitera des erreurs de type et d'interprétation. Et juste aussi au passage, parce que du coup le diable se cache dans les détails, mais il y a des injections CSV qui existent aussi, et vous pouvez vous-même vous faire piéger dans votre Excel à exécuter des commandes malveillantes alors que vous voulez voir un reporting. Voilà, même dans l'Excel, il y a, et dans la gestion des données, il peut y avoir des injections. Donc, en bref, pour moi, utiliser au maximum le format CSV, je comprendrais tellement très bien que vous me dites, mais non, c'est dépassé, c'est du design, mais au moins le CSV, l'avantage, c'est que c'est un format, pour moi, le principal, c'est que c'est un format intelligible par les humains. Et encore une fois, c'est vous qui êtes au milieu de l'attaque ou des tests, donc il doit vous parler à vous, quoi, plus qu'à une machine. Donc, pour vous prouver un peu mon point, je veux
je vais vous citer quelques outils populaires pour certaines activités de l'évaluation sécurité qui offrent une sortie, voire parfois même une entrée CSV, comble du comble. Premier, Nmap to CSV, qui est un script de 2 mois, en fait, tout simplement, qui permet tout simplement de convertir, je suis honnête hein, dans mes exemples, de convertir les sorties Nmap en CSV. C'est très bête, hein, mais franchement, c'est indispensable et je ne peux pas m'en passer. Et il a une certaine popularité, donc dont je ne suis pas mécontent. WFuzz, qui est un framework, un fuzzer web qui est aussi très, très utile et qui vraiment comble des lacunes que les outils historiques d'Airbuster ou d'IRB pouvaient avoir. testccl.sh, pour moi, qui permet d'évaluer simplement avec des couleurs, c'est joli, c'est clair et c'est exhaustif, la robustesse d'un service SSL TLS. Bloodhound, alors c'est moitié vrai, moitié faux maintenant, parce qu'avant c'était du CSV, maintenant ils font du JSON, mais c'est du JSON ligne par ligne qui est technique, enfin logiquement équivalent à du CSV, j'ai envie de dire. Offcrack, le casseur de hash Windows historique. ReconNG, qui est un très très bon framework de collecte d'informations source ouverte avec un très modulaire, très très bon design. Nikto, qui est aussi un framework historique de scan web et de fuzzer. Et enfin Nessus, je pourrais mettre Qualys, hein, j'y ai repensé tout à l'heure, mais en fait ça marche aussi pour les deux, qui encore une fois est la base, la pierre angulaire de la sécurité de scan de vuln côté infrastructure dans nos IC actuels. On a besoin de ça et ils offrent une certi CSV, qui est ultra indispensable quand on couvre des larges périmètres. Donc juste après, je vous propose 3 outils très simples. Certains, vous pouvez connaître certains, notamment le premier. Les autres, pas sûr, pour manipuler des fichiers CSV. Le premier, Microsoft Excel, qui est de moi le meilleur outil d'analyse de données actuel, avec la fonction convertir. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Attendez, je suis venu à la GCC, on me dit qu'il faut faire de l'analyse avec Microsoft Excel, je vais partir. Non, restez encore un peu. C'est très bien Excel, il y a un seul problème qui est vraiment une vraie limitation. Le nombre maximum de lignes, c'est 1 million. C'est très très peu 1 million aujourd'hui. On fait rien, on fait plus rien qu'un million de toute façon. Très clairement, pour la petite histoire, moi on m'a demandé l'année dernière de faire une revue de configuration sur 120 000 postes de travail, plus 10 000 serveurs, et pour chaque, il y avait 10 points de contrôle. Bah, évidemment, ça ne tient pas dans un Excel. La tâche n'était pas complexe, mais en tout cas, je ne pouvais pas utiliser Excel. Il fallait faire autrement. Donc, maintenant, même avec Excel, on peut faire des choses encore plus simples avec des sortes de plugins. Je n'ai pas très bien compris ce que c'est Power Query, mais en tout cas, c'est sur le TechNet. On peut faire des choses vraiment sympa, des tableaux de croisée dynamique encore plus simples. Donc je vous incite à l'utiliser si vous avez au moins en 2016. Mais encore une fois, ça ne change pas la limite de 1 million, hein, donc on n'a pas résolu le problème de ça dans Excel. Ensuite, une suite qui s'appelle CSV Kit, qui est un peu moins user-friendly cette fois-ci, qui est gratuit open source dans l'environnement Python, donc pip install CSV Kit, et vous l'avez, c'est aussi simple que ça. Et c'est une suite d'outils en ligne de commande qui permettent, vous voulez voir, de transformer l'utilisation des fichiers CSV et de les voir différemment que de simples fichiers séparés par une virgule, enfin de simples données séparées par une virgule. Il y a plein de programmes dans la philosophie un peu Unix, hein, un simple programme qui fait une chose très simple et qui fait que ça. Sur l'entrée, donc CSV clean, CSV format pour tout convertir et tout vérifier est-ce que notre CSV est déjà a priori clean avant d'aller plus loin, ce qui est l'étape à ne pas négliger encore une fois. Rien ne sert de commencer à traiter des données si le fichier d'entrée n'est pas clean. Sur le traitement, alors ce que j'ai mis en vert, c'est pour moi les choses qui ont changé pas mal de choses dans ma façon de travailler historiquement, mais en fait tous les autres utilitaires sont aussi top en fait. Grosso modo, CSV join dans le traitement et CSV SQL, en fait, c'est l'idée de voir un fichier CSV comme une base de données en fait, en ligne de commande, sans rien faire, sans avoir besoin d'une base de données. Donc CSV SQL, vous allez pouvoir le voir juste après, mais ça permet de faire des requêtes SQL dans un fichier CSV. Sachant que le fichier CSV est typé par colonne et un nom de colonne en général, ou en tout cas un type de données par colonne, bah de pouvoir le voir comme une base SQL. Et ça peut paraître simple, mais quand je découvre ça, j'étais assez fou. Et des CSV stats qui permettent aussi de voir, sans toucher au fichier CSV, ce qu'il y a un peu dedans, avec des moyennes, des stats. Du coup, une petite démo. J'ai pas mal de démos, j'espère qu'elles vont marcher, ça devrait être le cas, mais du coup, alors, ça commence mal. Il faut sortir. Alors, non, vous connaissez pas le mot de passe. L'idée, CSV stat, je vous l'ai promis, vous le lancez sur un fichier CSV, j'ai un fichier issu de Nessus, qui est juste un peu filtré sur quelques vulnérabilités Microsoft. C'est des données anonymisées, réelles mais anonymisées. Du coup, l'idée, vous allez voir, c'est sans toucher au CSV,
pour moi, de pouvoir voir, en fait, colonne par colonne, il va vous dire ce qu'il trouve, en fait. Donc la première colonne, apparemment, c'est un plugin ID. Il le voit comme un entier, il peut sortir le min, max, alors ça n'a pas trop de sens, parce que là, c'est un identifiant technique, c'est pas une valeur vraiment entière, où on fait des calculs dessus. Mais par contre, il peut vous donner déjà les valeurs les plus fréquentes. Si vous connaissez les plugins ID par cœur, c'est d'une grande aide, c'est pas mon cas. Les CVE, les types de CVE qu'on peut avoir, les CVSS, donc on va pouvoir voir finalement dans le scan qu'on vient de faire, il y a des choses intéressantes. 411 occurrences où il y a du 9.3 sur 10. On sent que ça va être un peu joyeux sur la partie test d'intrusion. Et voilà, donc CSV stat, il vous donne ça, ce type de stat sur un fichier. Et évidemment, vous pouvez filtrer. Alors, je vous ai préparé ça. Moi, je voulais voir typiquement la colonne 1, 3, 5, 8 parce que je sais ce que je veux voir. Et il n'y a pas de magie, hein, ça vous filtre juste les colonnes affichées. Mais voilà, ça permet de voir un peu plus clair. C'est toujours pas cette touche. Donc voilà, là, moi, j'avais filtré sur plugin ID, pas plugin output, autant pour moi. CVSS, le host, aussi pour voir tous les hosts qui revenaient. Alors là, apparemment, j'ai que ces hosts-là, j'ai pas d'autres cibles, donc ça va être mes cibles privilégiées. Et les 5 vulnérabilités les plus fréquentes. Ça veut pas dire que c'est les plus critiques. Donc vous avez compris en tout cas l'idée de CSV Stat et de la suite CSV Kit au sens large. Donc là, j'ai juste mis des captures au cas où. Vous voyez ici, je vais l'exécuter juste après. Attendez, je suis désolé, je vais revenir. CSV SQL, en fait, je vous l'ai promis, encore une fois, sur les commandes. La commande SQL dans un fichier CSV. Vous en réveillez, CSV Kit l'a fait. Du coup, la commande est très simple. Hein. Là, je dis juste CSV SQL, donc en mode verbose, je crois, le V. Le délimiteur que j'utilise, alors moi pas les virgules, mais souvent les points-virgules. L'encoding utilisé, ça c'est pour dire que je vais mettre des codes, et mon format en entrée, il a des codes de partout. Et après, la requête que je fais, en fait. Donc vous avez vu dans le plugin Nessus, en output, j'ai une colonne qui s'appelle host, name. Je veux avoir les deux depuis ce fichier, et là, je filtre. Je pense que vous reconnaissez cette vulnérabilité qui a fait parler d'elle un peu il y a 2 ans. Et je voudrais déjà voir finalement tous les autres qui sont vulnérables à ça. Je lance la requête et je pipe ça dans CSV Look qui, alors là c'est un peu moche, mais normalement c'est fait pour afficher des choses proprement. Et en fait finalement ça va tout de suite me sortir les hosts qui sont vulnérables à ça en fait. Donc là on va pareil, visualiser le plus tôt possible et le plus rapidement, le plus simplement qui est vulnérable à quoi. Voilà, c'est ça la suite CSV Kit, entre autres. Là, il n'est pas très lourd, je crois qu'il fait une dizaine de mégas, sachant qu'il est déjà filtré sur des choses, mais ça est censé marcher pour des volumes plus importants, évidemment. Et c'est en tout cas merci pour cette transition, c'est important parce que je pense qu'il y a quand même une vraie limite dans CSV Kit. Et quand on atteint cette limite, on passe sur un véritable outil qui parlera peut-être un peu plus, qui n'est pas du tout dédié sécurité, mais qui parle plus data science, et qui, pareil, a changé ma façon de voir les choses. Je l'utilise au quotidien pour calculer des indicateurs sécurité, ce genre de choses. Dataiku Data Science Studio, qui a rien à voir avec la sécurité, qui est un outil à tout faire. C'est très clairement, si je résume, faire pareil qu'Excel en bien plus et bien plus facilement. C'est pas un client lourd, c'est une application web uniquement. C'est fait par une start-up française qui maintenant a bien grossi. Il y a une édition gratuite, une édition entreprise. Et pour vous donner un type d'exemple de ce qui est possible de faire avec, sachant qu'on peut tout faire, tout traitement de tout données, je l'avais utilisé à la base pour croiser des bases de données fuitées. Donc il m'a fallu seulement 4 heures sur une machine à 4 cœurs plus 16 Go de RAM, hein, on ne parle pas de grand-chose, pour croiser une colonne de hash d'un dump de base de données de 30 Go avec un fichier de 4 Go où dedans il y a une association hash et puis le mot de passe cassé. Donc il m'a fallu 4 heures pour faire cette association, sachant que vous pouvez sortir le grep, set, cut, tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à faire ça dans ce temps-là. Parce que ça utilise vraiment des mécanismes, des paradigmes big data, sans jugement, sans gros mots là-dessus, des vrais outils, Hive pour du traitement distribué, ce genre de choses, pour vraiment arriver à atteindre ce résultat. Donc il y a plein de tutoriels cool, je peux juste vous montrer à quoi ça ressemble très rapidement. Et encore une fois, je vous dis, moi j'utilise pour beaucoup trop de choses, je ne peux plus m'en passer. Mais là, vous importez vos fichiers CSV, vous pouvez vous filtrer, faire ce que vous voulez, faire des graphiques. Je crois que j'avais prévu un graphique. Voilà. Et là, le graphique, typiquement, j'affiche le top 10 des patchs MS qui sont manquants, d'après le scan de vulnérabilité Nessus. Et c'est vraiment click and go, quoi. Je glisse les différents éléments. Là, j'enlève le name, je filtrerai par exemple sur le host. Voilà, quels sont les autres qui apparaissent le plus dans mon scan. Ça ne veut rien dire de spécial, mais en tout cas, ça vous montre la répartition. Donc là, on voit que le autre, le plus gros, je ne sais pas, ça va être celui-là, ouais, qui apparaît 414 fois, quoi. C'est vraiment indispensable maintenant, je trouve, pour nos activités au sens large de sécurité. En reporting et même dans les tests d'intrusion, vraiment.
Ensuite, deuxième point, la parallélisation. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les tests d'intrusion impliquent beaucoup de tâches parallèles. Vous prenez un résultat, un outil, vous lui appliquez un traitement, vous prenez les résultats, vous prenez ces résultats, vous les injectez dans un nouvel outil pour faire une nouvelle chose, plus large, plus complète, avec d'autres authentifiants, que ce que vous voulez. Et du coup, il faut toujours lancer plein de choses en parallèle au cas où, parce que maintenant, il y a un outil qui est spécialisé dans une action. Plus aucun outil est générique, donc il faut prendre le bon faiseur web, le bon faiseur de paramètres SQL, le bon faiseur de ci, de là, et il faut tout lancer en même temps. J'ai vraiment choisi et réfléchi d'automatiser tout ça quand il a fallu que je scanne, donc, voir une énumération URL sur des centaines et des milliers de sites web en très peu de temps. Et c'est là où en fait lancer un scan sur un site c'est facile. Lancer un scan sur plusieurs scans, donc un scan sur plusieurs sites c'est aussi complexe, et plusieurs scans sur plusieurs sites, c'est là où il faut vraiment automatiser. Grosso modo, moi, avant mon HTOP, mon activité sur ma machine d'attaque ressemblait plutôt à ça, donc j'étais pas très content. Ma machine gaspillait de l'énergie sans rien faire. Et du coup, après, j'ai découvert GNU Parallel. Qui dans la salle connaît GNU Parallel? Ok, quelques personnes. C'est un outil assez connu, je trouve, beaucoup plus connu par les académiciens, qui les cherchent, pas forcément chercheurs académiques en sécurité, mais chercheurs académiques tout court, qui l'utilisent vraiment pour leur traitement et leurs expériences. GNU Parallel, c'est quoi? C'est un simple script Perl qui permet de paralléliser n'importe quelle commande système dans le but de maximiser l'utilisation des input-output et du CPU. C'est juste un remplacement merveilleux à XArgs, avec beaucoup plus d'options. Les plus attrayantes étant, encore une fois, selon moi, Progress qui affiche simplement ce qui est fait, pas fait, la barre de progression, le log des tâches exécutées qu'on peut reprendre juste après. Ça aussi, vous pouvez tenter de faire vos petites manipulations à la main et se dire, bon, moi j'arrête à quel index et après je reprends. Et après, vous passez sur GNU Parallel, vous posez plusieurs de questions, vous focussez uniquement sur ce qu'il y a à faire. Et même, moi je n'utilise pas du tout, mais il y a même un SSH login qui permet de distribuer des tâches sur des machines distantes en SSH. Nativement dans ce petit outil que vous avez en faisant un simple ptget ou yum install de GNU Parallel. Donc très clairement, quand je lance des activités maintenant, ma machine ressemble plus à ça en termes d'usage et je suis un peu plus content qu'avant. Bref, du coup, utiliser au maximum GNU Parallel. C'est vraiment aussi un trick très simple mais qui peut rapporter gros. Et pour vous donner quelques exemples, je ne vais pas effectuer des choses en parallèle parce que je n'ai pas de connexion internet et ça n'a pas de sens ici, mais en tout cas, je peux vous donner des exemples concrets que j'utilisais avant dans mon ancien métier pour parler de l'énumération d'URL. Donc là, je combine, vous allez voir, donc je fais du parallèle qui s'appelle simplement parallèle, la commande, avec une liste de cibles, un historique des tâches qui vont être exécutées, une progression et puis une barre de progression. Et j'appelle l'outil wfuzz d'énumération URL, je donne les bons paramètres, et à la fin je spécifie avec une substitution qu'est-ce que ça remplace l'élément courant de la liste des cibles. Et si vous remarquez, donc juste pour information, donc la liste des cibles, vous mettez ça au format qu'on voit ici, rien de bien fou. Et la force aussi de parallèle, c'est que à la volée, il permet dans la commande qu'on fait de faire des substitutions et même avancer, on va dire, avec des expressions Perl ou sed. Typiquement, là, je l'utilise pour enlever à la volée les caractères interdits pour un nom de fichier. Vous avez vu à droite, là, j'ai des doubles points et un // avec l'expression régulière ici. Ça permet d'enlever ça pour vraiment automatiser même la génération du fichier et ne pas avoir de caractères interdits dedans. Donc je maîtrise mon entrée, je maîtrise les sorties. Et ça, vous le lancez, ça va, vous laissez tourner, tout dépend pour les ressources de votre machine. Et une fois que vous avez les résultats, rebelote, vous utilisez parallèle pour extraire finalement, parmi les résultats que vous avez, tout, c'est arbitraire, mais moi, dans cet exemple-là, je prends ceux qui ont envoyé un code 200, donc les URL qui existent, où il y a une ressource qui existe et que je peux continuer à creuser dessus. Et je l'envoie à WebScreenshot, WebScreenshot est encore une fois un programme que j'ai fait moi-même, qui a une petite popularité aussi, qui permet de prendre des captures d'écran d'un site web. Voilà, c'est aussi simple que ça, et pour automatiser, en fait, de projeter ses yeux, de les mettre alors qu'on a deux yeux, de le faire en sorte qu'on ait juste à voir des captures d'écran et pas soi-même faire le travail de visiter le site, de voir ce qu'il y a, passer au suivant. On passe en revue différentes captures d'écran aussi rapidement qu'on peut trier par taille. Le tri par taille marche bien parce que du coup, toutes les pages blanches vont donner à peu près une image de même taille. Et de pouvoir facilement trier le bon grain de livret, quoi. Donc voilà. Ensuite, un autre traitement d'énumération pour DNS cette fois-ci, où je combine parallèle avec Dig, un résolveur DNS. Et pareil, là j'avais un exemple où j'avais 1500 entrées. Et l'idée, là, c'est pas d'automatiser quelque chose, c'est de voir déjà est-ce que je peux atteindre une performance acceptable avec ce procédé qui pourrait être vu comme a priori moins efficace qu'un outil optimisé. Donc j'ai fait un test qui vaut ce qu'il vaut.
J'ai pris un outil optimisé pour cela qui s'appelle par exemple GoBuster, qui fait autre chose que l'émulation URL. Sur un exemple, j'ai numéré les sous-domaines de Google, je ne sais plus quand j'avais fait ça. Ça m'avait pris 22 secondes pour les 1500 entrées. Et parallèle plus dit que ça m'avait pris 27 secondes. Et en fait, certes, il y a un overhead inhérent au fait d'utiliser parallèle et une commande système, mais qui finalement pour moi est quand même assez acceptable et assez bonne vis-à-vis de ce que peut faire un vrai outil qui est fait pour ça, qui est multithreadé et ainsi de suite. Donc ça c'est ma conclusion, il y a un petit overhead, mais si vous n'avez pas un outil fait pour, bah, utilisez deux outils qui ne sont pas faits pour. C'est l'idée de ça. Ok, déjà, ça marche, ça doit le faire. 3. Des langages de scripting pour l'analyse statique et dynamique. On en a parlé ce matin aussi, QuarkSab en a parlé sur comment instrumenter des choses et comment trouver des bugs, des vulnérabilités, faire du fuzz et ainsi de suite. Et au même titre, les tests d'intrusion requièrent souvent d'analyser des algorithmes maison d'offuscation ou de chiffrement. Alors, je ne parle pas d'Epona, mais l'idée y est. C'est de se dire que, en tant qu'auditeur, on n'a pas toujours envie de creuser le fonctionnement intégral d'un mécanisme énigmatique. Autant je pense qu'Epona est bien fait, autant la plupart, 99% de ce qu'on voit des algorithmes maison sont nuls et du coup vulnérables, et on n'a pas envie de creuser jusqu'au bout pour voir à quel point c'est nul. On veut juste récupérer ce qu'il faut récupérer, des clés ou pouvoir déchiffrer des choses sans avoir la clé, parce que l'algorithme, encore une fois, est nul. Et du coup, il est souvent pas possible de répliquer, transcrire le code dans votre langage fétiche. Je vous donne un exemple qui, encore une fois, vaut pour expérience que ce que j'ai vécu moi. Donc Oracle WebLogic Server qui chiffre les secrets locaux avec du PPKDF Pega CS12, SHA-1 et RC2. Et en fait, aucun module Python à ce moment-là. Je crois que peut-être que ça a changé. En tout cas, j'ai un ami qui l'a implémenté lui-même en pur Python, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de module qui implémentait ça. Donc si vous voulez, vous avez le mécanisme, vous avez les secrets, mais vous n'avez même pas le programme qui va bien pour déchiffrer les choses rapidement sans passer par les utilitaires d'Oracle WebLogic qu'on n'a pas forcément envie de creuser sur le moment. Et du coup, la solution, c'est d'utiliser un langage de scripting haut niveau pour instrumenter. Attendez, j'ai un peu vite. Alors là, je vais vous parler de 3 choses. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais qui, pareil, ont changé ma façon de travailler au quotidien. Pour l'analyse statique et dynamique d'applications Android ou Java, en fait, maintenant, j'utilise Jython. Qui connaît Jython dans la salle? Ah, quelques personnes quand même. Jython, qu'est-ce que c'est Jython? Jython, c'est le fait d'écrire du code Java en Python. Ça va toujours, qui peut utiliser des classes Java et, dans la même ligne, quasiment, les modules Python. C'est fou, non? Et du coup, maintenant, on pousse un peu la réflexion, je vous montre juste après ce que ça donne. On va changer de langage. Qui connaît Iron Python? Il y en a qui ont été brûlés pour moins que ça. Python, donc Iron Python, pour faire l'analyse statique et dynamique d'applications en .NET, utilisez Iron Python. Et donc Iron Python, c'est quoi? Encore une fois, je me répète, mais c'est écrire du code en .NET en Python qui peut à la fois utiliser les classes .NET et aussi simultanément les classes Python. Ok, pourquoi pas. Et à la fin, le top du top, pour l'analyse dynamique de tout le reste, il y a Frida, qui permet d'écrire du code en Python, en JavaScript, ou QML, ou Swift ou .NET, qui en fait injecte du C++ scripté en JavaScript avec le moteur de Google pour instrumenter de l'assembleur, de l'Objective-C ou du Dalvik, et ce depuis Windows, Mac, Linux, Android ou iOS. Voilà. J'ai piqué cette description, c'est pas de moi. J'ai juste résumé, c'était dans un MISC fait par Eloi van der Becken, Baboon le reverseur. Donc voilà, mais en tout cas, la mode aujourd'hui et ce qu'il nous faut en tant qu'évaluateur sécurité, c'est ces langages qui permettent facilement d'instrumenter, de manipuler des choses qui autrefois étaient complexes à implémenter. Très clairement, je vous donne un exemple. Vous allez voir à gauche et à droite, à gauche un code Java qui fait du chiffrement. Il n'y a pas de vulnérabilité particulière, mais c'est pour vous montrer un peu comment on passe de l'un à l'autre. D'ailleurs, c'est très, très, très simple. Donc en Java, vous avez les points-virgules, les imports et tout le patata Java où il faut tout écrire tout le temps, toutes les classes, tous les types, les points-virgules et tout ça, à une copie où on enlève tous les points-virgules et tout ça dans Jython. Donc ça se présente sous la forme d'un script, il n'y a rien à compiler. Et en fait, vous faites appel vraiment aux mêmes classes. Vous avez vu, donc ça, c'est une syntaxe Python en utilisant des classes Java. Et là, il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'éléments de langue Python. Par contre, c'est la syntaxe Python. J'aurais pu intercaler une classe, une instruction Python, pure Python, et ça aurait marché. Dans la vraie vie, ça marche aussi. Moi, j'ai fait un petit programme qui permet de chiffrer les mots de passe de WebLogic en fait en Jython. Donc ça marche bien. Je vous montre un autre exemple avant de passer une démo de l'utilisation de la DPAPI.NET avec Iron Python. Donc DPAPI, c'est toutes les API au niveau Windows qui vous permettent de chiffrer et déchiffrer proprement
et de manière sécurisée des éléments dans un contexte utilisateur ou dans un contexte machine. Donc soit vous faites du .NET, du C Sharp et ainsi de suite, ou soit vous faites du Iron Python. Très simplement, quand vous êtes quand vous êtes face à ces situations et que vous voulez rapidement récupérer une clé, une valeur, un fichier, ce que vous voulez. Donc pareil dans Iron Python, vous appelez les API .NET, très clairement vous les invoquez au début et ça marche avec une syntaxe Python. C'est aussi simple que ça et ça marche bien et ça fait gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde. Et dans la vraie vie, là maintenant, moi j'ai récemment contribué à ça, mais il y a un framework d'attaque aussi qui s'appelle Silent Trinity qui utilise un agent Iron Python pour pouvoir envoyer des commandes et des programmes .NET sur une machine principalement Windows et en scriptant facilement avec du Iron Python. Donc ça commence. Alors Iron Python c'est pas tout nouveau du tout, mais là on commence à voir déjà les premiers effets dans la communauté cybersécurité, l'utilisation de tel langage en fait. Je vais faire juste une petite démo, vous allez voir, sur Jython pour vous montrer que ça marche. Donc là, j'ai juste pris un simple code, on l'a vu tout à l'heure, qui fait du chiffrement en appelant les classes Java avec une syntaxe simple. Et voilà. Donc en l'exécutant, c'est aussi simple que Jython ES exemple. Et vous allez voir, voilà, il y a le résultat qui s'affiche. C'est le résultat du script que vous avez vu. C'est simple à faire quand vous tombez face à une application qui utilise ces langages. En dernière astuce, et non des moindres, la compilation à la volée de scripts Python. Alors, je suis très focus Python, hein, vous avez pu remarquer, mais l'idée, c'est l'avantage de ce langage, de pouvoir facilement faire des choses. Il y a une communauté qui est importante, des modules qu'on n'a pas à réinventer, et c'est pour maximiser le temps de tout le monde, quoi. Et du coup, pareil, dans les tests d'intrusion, souvent, on a besoin d'avoir la version compilée d'un outil. Il n'y a pas de mal en soi, hein, mais il y a plusieurs raisons. Parce que, par exemple, la cible sur laquelle vous êtes n'a pas l'environnement d'exécution nécessaire. Vous n'avez pas les dépendances, vous ne pouvez pas télécharger de dépendances, il n'y a pas de connexion Internet, vous n'êtes pas root, vous avez la flemme, accessoirement. Parce que vous ne pouvez pas avoir un bon reverse shell ou un bon métarpréteur qui est déjà bien fichu et bien packagé et vous pouvez l'utiliser. Ou vous devez peut-être simplement échapper à un antivirus et vous allez voir que même pour cette dernière idée, ça marche très bien, la compilation de scripts Python. Du coup, compilez vos outils Python avec PyInstaller. Rebelote, qu'est-ce que PyInstaller? En fait, PyInstaller, c'est un empaqueteur de script Python avec un interpréteur Python. Et il vous met tout ça dans un gentil exécutable si vous lui demandez. Et voilà, c'est quelque chose de standalone, autonome. Vous pouvez le déplacer, le bouger, ça marche bien. Encore une fois, je vous montre comment même l'installer. C'est aussi simple que ça. Vous prenez un des compilateurs, vous êtes sur votre machine d'attaque, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez un compilateur, vous l'installez suivant avec le lien que je vous donne. Vous faites pip install PyInstaller, qui est le framework de packaging. Et après, vous faites PyInstaller et le nom de votre script. Et tout ça, si vous donnez la bonne option, fait un gentil exécutable. Et même, il y a même un francophone, je crois qu'il est belge, Thanatos, qui a même poussé l'idée de se dire, je vais même cross-compiler, vous allez voir que ça marche, cross-compiler pour Windows depuis Linux, avec Wine, un script Python dans un exécutable. Le mélange des genres, c'est ça aujourd'hui. Et les options les plus utiles pour PyInstaller, donc je l'ai dit, OneFile, qui permet de créer un unique exécutable autonome qui est en fait un zip auto-extractible, il n'y a pas de magie sous le capot. OneDir, qui, quand votre exécutable, vous prévoyez qu'il va être un peu trop gros, j'ai un cas d'usage juste après, vous allez voir aussi, qui permet juste de faire un répertoire où il y a tout dedans. Donc au moins, au lieu de bouger un répertoire, au lieu de bouger un exécutable, vous bougez un répertoire, qui permet de spécifier une clé de chiffrement pour chiffrer le zip. Évidemment, la clé n'est pas un secret, elle est dans le zip pour pouvoir déchiffrer, il n'y a pas de magie dessus. Et cette option vous permet de bypasser beaucoup d'antivirus, ça marche, merci Philippe, de bypasser beaucoup d'antivirus assez simplement. Et puis icon, si vous voulez mettre une gentille icône sur votre script. Quelques exemples, pareil, de la vraie vie de script Python compilé avec PyInstaller. Pareil, des programmes que moi-même j'ai fourni à la communauté, enfin des compilations que j'ai fournies à la communauté sur les exemples Impacket. Impacket est un framework génial de script pour interagir avec le monde Windows, le monde réseau, le monde des domaines, le Kerberos et ainsi de suite. Et du coup, les petits scripts tutoriels d'utilisation du framework, je les ai convertis en vrais binaires qui, du coup, sont petits, simples, autonomes, bougeables, transportables et du coup, peuvent être utilisés vraiment dans une véritable attaque pour être le plus incognito possible. Et donc, dans la liste de ces utilitaires, il y a plein de choses. Vous retrouvez du Mimikatz. Alors, c'est une version un peu spéciale de Mimikatz. Et puis tout le reste, pour faire du relais NTLM, PSExec. Alors, c'est pas le PSExec officiel de sysinternal, c'est le PSExec du framework Impacket qui fait la même chose mais qui supporte les hash, l'envoi de hash et faire du pass de hash avec, notamment.
Samerdump pour dumper des bases locales SAM à distance. Secretsdump, alors ça aussi très pratique, la réalité vous apprend aussi des choses. Je faisais phase d'intrusion, il y avait 10 domaines qui chacun, je crois, faisait 80 gigas en export. Je pouvais pas récupérer. Donc, autant pour moi qu'ils faisaient 8 gigas chacun. Donc, j'avais 80 gigas à prendre, j'avais pas la place sur mon poste. Et en plus, il y avait une latence réseau à prévoir. Du coup, au lieu de prendre les bases et de faire le traitement sur mon poste, bah, j'ai pris l'outil de traitement et je l'ai mis de l'autre côté. Et j'ai récupéré juste les quelques kilo-octets nécessaires de hash et de user mot de passe que je pouvais récupérer. Donc là, avec secretsdump.exe, vous prenez ce petit utilitaire, vous le mettez sur le poste que vous avez, enfin le contrôleur domaine que vous avez compromis. Vous faites l'extraction des hashes et vous récupérez juste le fichier d'extraction des hashes. Donc vous passez, au lieu de 8 gigas, vous avez 300 kilo-octets, quoi. Donc c'est déjà plus intéressant à utiliser que de rapatrier toutes les bases complètes. SMB exec, SMB relay, plein d'autres outils, ticketaires pour créer des golden et silver tickets. Plein d'autres outils fantastiques. Je ne suis pas leur créateur, donc je peux dire qu'ils sont fantastiques. Pour faire tout ça, moi je n'ai fait que les packager et les rendre plus simples d'utilisation. Autre exemple, Patator, qui est un outil d'attaque historique, je crois, d'un consultant qui était chez Hervé à une époque, il y a très longtemps. Et du coup, donc, qui fait, c'est un brute force multi-usage, clairement. Vous voyez tout ce qu'il couvre comme protocole ou comme technologie. Et en fait, donc, ce script-là, le challenge, c'était que ce script a de nombreuses dépendances, qui elles-mêmes ont des dépendances, et qui elles-mêmes ont leurs propres dépendances. Donc, tout mettre dans un seul binaire, c'était un vrai challenge, mais bon, j'ai rien eu à faire. Puis Installer l'a miraculeusement fait. Et il a fait tenir dans un unique exécutable. Le problème, c'est que cet exécutable fait une vingtaine de mégas. On comprend, vu toutes les libs qu'il embarque. Et en fait, quand vous l'exécutez, ça prend trop de temps à dézipper. Enfin, sur les machines que j'utilisais, ça prend 1 minute avant de pouvoir avoir la commande. Et du coup, dans ce cas-là, il est pertinent plutôt d'avoir un répertoire plutôt qu'un exécutable. Mais en tout cas, voilà, PInstaller, c'est tellement mature, clairement, qu'on peut packager des choses de production complexes, quoi. C'est ça ici le message. Et enfin, CrackMapExec, dont j'ai officiellement fait un package Windows. C'est une vieille version, oui, mais elle est compatible UTF-8, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en Europe et en France, contrairement à la version officielle, qui, au moindre accent, vous fera tout planter. Et voilà, donc ça, c'est pour vous montrer que ça marche bien. Je n'ai pas forcément le temps de vous montrer juste comment on compile un script. Par contre, je vais juste vous faire une petite démo juste après ce qui vient. Vous allez voir, ce sera plus efficace. Donc, l'idée de se dire que voilà, au quotidien, vous pouvez tomber sur un script qui vous est nécessaire. Moi, c'était le cas pour AirPivot. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet de faire du port forwarding SSH, mais dans l'autre sens que le sens originel que permet SSH, et surtout sans utiliser OpenSSH. Donc ça, c'est un script Python qui était très utile, moi, dans mes attaques, et que j'ai dû compiler. Et pour cette raison, vous avez compris, pas avoir de dépendance à installer quoi que ce soit, avoir un seul exécutable. Et là, l'idée, c'était donc côté cible sur une machine Windows, compiler le client. Donc il y a un serveur et un client. Le serveur, il est sur l'attaque et le client, il est sur la machine cible. Donc sur une VM Windows, compiler le client Windows. Sur une machine Linux, compiler le serveur pour Linux. Jusqu'ici, tout va bien. Et ce que je peux vous montrer juste après, là, dans la démo que je ferai, après j'arrêterai, de cross-compiler pour vous montrer que ce dont je vous ai parlé juste avant fonctionne. Donc je suis sur une machine Linux. Je cross-compile un script Python pour Windows. Et ce client Windows, je l'exécute bien sur un Windows après coup, mais je l'ai créé et je l'ai packagé depuis un Linux. C'est ça aussi le monde de 2019. Et du coup, l'idée, c'est de, voilà, si on connecte les deux, bah, c'est censé marcher indépendamment. Les deux ont les mêmes fonctionnalités. On les a pas juste compilés de la même façon. Donc, en termes de démo, très rapidement. J'adore voir les regards vides que tu laisses dans l'assistance. Vous me dites quand vous ne comprenez pas. Hein. Là, en fait, le serveur que vous voyez, c'est clairement un script Python que j'ai compilé. Je n'ai pas le temps de vous montrer comment on compile, mais c'est PInstaller serveur.py.bar. Je lance le serveur. Et côté Windows, je vais lancer le client que j'ai compilé depuis Windows. J'ai compilé depuis Linux, non pour moi, mais moi je m'y perds. Du coup, voilà, il y a juste une petite différence de taille, comme vous voulez. Quand je compile le même script sur Windows pour Windows, il fait 5 mégas 2, et quand je compile le script Windows depuis Linux, il fait 4 mégas 7. Je n'ai pas l'explication malheureusement. En tout cas, ici, je le lance. Voilà. Admettons que je suis sur une machine cible, je lance le client que j'ai compilé depuis Linux, et je le connecte à ma machine serveur attaquante qui est sur un Linux. Je me suis planté. Bon, bref, vous avez compris.
T'as le client Windows et t'as le serveur sous Linux. Exactement. Mais le client qui est sur Windows, je l'ai compilé depuis Linux. C'est ça. Depuis ma machine attaquante qui est Linux. Et du coup, donc là, vous voyez, ça marche. Le client que j'ai compilé se connecte bien au serveur sur Linux. Et j'ai fait tout ça depuis Linux à la base. Pour maximiser, encore une fois, l'effort et ne pas se dire j'ai besoin d'une architecture différente. En conclusion, donc voilà, dernière astuce. En conclusion, vous allez voir, c'est une vraie prise de recul. Écoutez, faites du CSV Kit à fond, Dataiku à gogo, GNU Parallel à gogo, Jython à gogo, Iron Python à gogo, Frida à gogo, et puis install à gogo. Merci.